Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est la rentrée. Alors, commençons en douceur avec un conseil municipal de 9 délibérations. Un conseil qui était nécessaire pour transférer certaines délibérations aux organismes référents qui le demandaient. Donc, on a voté ce conseil. Malgré tout, il y a des délibérations importantes, notamment un peu d'été, et les exonérations de taxes foncières à destination des acteurs économiques et des libéraux. On y viendra tout à l'heure. J'espère que cette délibération, d'ailleurs que toutes les délibérations feront l'objet d'un vote à l'unanimité, tout allant vers le sens de l'intérêt général. On va passer à l'appel. Chantal. Monsieur Romain Lopez. Présent. Monsieur Luc Portes. Représenté. Madame Annie Delché. Monsieur Jérôme Pougnan. Présent. Madame Claudine Matala. Présente. Madame Stéphanie Gaillet. Présente. Monsieur Guy Lourmed. Présente. Madame Sophie Lopez. Présente. Monsieur Philippe Garcia. Monsieur Gabin Lopez. Présent. Madame Danielle Châtel. Madame Nicole Laffineur. Présent. Madame Pierrette Esquieux. Présente. Monsieur Robert Pomared. Représenté. Madame Marilyn Descamps. Présente. Madame Arlette Cazorla. Présente. Monsieur Michel Albert Bussy. Madame Reine-Claude Ortalo. Présent. Monsieur Philippe Germinez. Présent. Monsieur Jean-Christophe Thiers. Présent. Madame Anne-Marie Vollard. Représenté. Madame Laure Couteau. Représenté. Monsieur Frédéric Jean-Riès. Présent. Madame Jessie Cotinet. Représenté. Madame Laurine Lasserre. Représenté. Monsieur Philémon Dessart. Monsieur Soufiane Achtoui. Présent. Monsieur Robert Dupart. Représenté. Monsieur Jean-Claude Lorenzo. Présent. Monsieur Ignace Vella. Présent. Monsieur Franck Bousquier. Représenté. Madame Marie Cavalier. Présent. Madame Estelle Emami. Représenté. Merci. On va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 4 juillet dernier. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Procès-verbal adopté. Je précise, le secrétaire de séance sera Guy Lourmed aujourd'hui. Jérôme, je vais te laisser présenter la délibération concernant l'adhésion au SMEC de la commune de Fajoles. Adhésion au SMEC de la commune de Fajoles pour la compétence assainissement collectif en portant adaptation des statuts du syndicat. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la commune de Fajoles a sollicité le transfert de la compétence assainissement collectif au SMEC à compter du 1er janvier 2025. Par délibération du 8 juillet 2024, le comité syndical du SMEC a approuvé l'adhésion de la commune de Fajoles. Il convient dès lors d'adapter les statuts du SMEC en modifiant son périmètre. Les communes membres du SMEC doivent se prononcer sur l'adhésion de la commune de Fajoles. C'est l'objet de la présente délibération. Merci Jérôme, monsieur le vice-président du SMEC. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc cette délibération est soumise à l'intégralité des 23 communes adhérentes actuelles du SMEC. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. La deuxième délibération porte sur l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés en zone France Ruralité Revitalisation. Donc, nous avons eu l'information au 1er juillet que la commune de Moissac accueillerait le nouveau zonage France Ruralité Revitalisation qui permet un soutien plus finement adapté aux réalités locales via des exonérations fiscales et sociales plus fortes, notamment l'impôt sur les sociétés, la taxe foncière bâtie et puis des contributions économiques qui ont été transférées à la communauté des communes, donc la CFE. La communauté des communes étudiera demain la proposition que j'ai faite sur l'exonération de la CFE pour la commune de Moissac en commission des finances. Et ensuite, le conseil communautaire statuera le 30 septembre prochain. Je pense qu'on obtiendra une large majorité à la matière, mais on ne présage pas du vote à venir. La démocratie doit se laisser s'exprimer. La commune de Moissac, elle, vous le savez, souhaite avoir une politique fiscale attractive. Ça a été le cas avec les propriétaires, les familles, puisque nous avons
commencé à diminuer le taux municipal de la taxe foncière bâtie et non bâtie depuis maintenant 2 années. Nous avons aussi apporté un coup de pouce aux propriétaires qui investissent sur leurs biens immobiliers pour les valoriser sur le plan énergétique. Et également, nous avons souhaité donner un coup de pouce aux acteurs économiques. Nous n'étions pas obligés de le faire. FRR nous le permettait. Et aujourd'hui, je vous propose justement de valider cette exonération de la part municipale de la taxe foncière. Donc toutes les entreprises de moins de 11 salariés qui s'installent sur Moissac à partir de juillet 2024 bénéficieront pendant 5 ans d'une exonération totale de la part municipale de la taxe foncière. En suivant, il y aura une progressivité sur les 3 années, donc la 6e année, la 7e année et la 8e année, avec une exonération partielle de 75%, de 50% et de 25%, ce qui fait que les entreprises, qu'elles soient du secteur artisanal, économie commerciale, industrielle ou les cabinets médicaux, bénéficieront d'une exonération totale ou partielle pendant 8 années. Je pense que ça fait partie des outils supplémentaires, puisque quand on discute avec les acteurs économiques, beaucoup vous parlent de la fiscalité qui est prise sur. Ça permettra d'avoir un levier supplémentaire pour attirer des entreprises, des commerces, sachant qu'on a quand même un tissu commercial qui, malgré tout, alors Nina n'est pas là pour le témoigner, elle est en congé, mais elle vous l'a dit à plusieurs reprises, qui reste malgré tout dynamique et de nouvelles installations sont à prévoir, notamment rue de la République dans les prochaines semaines et rue Malaveille. Mais il faut que nous soyons plus incitatifs encore et que nous démarquions des communes alentours. Et Moissac sera la seule commune qui bénéficiera de cette exonération partielle de la taxe, du taux de la taxe foncière. Y a-t-il une question à ce sujet? Il n'y a pas de question. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et ce sera aussi un atout supplémentaire quand en parallèle sera ouverte la maison pluridisciplinaire de santé. La délibération numéro 3, Arlette, je te laisse la parole en avenant à la vente de la parcelle municipale Charles-Baudelaire. Elle passe Charles-Baudelaire. Patrimoine communal, acquisition, vente, location. Approbation de l'avenant numéro 2 à la promesse de vente entre la ville et la société Calédon, sur la section de l'ensemble immobilier 6 Impact Charles-Baudelaire. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la commune de Moissac, par libération numéro 7 du 7 juillet 2022, a approuvé la vente d'intérêt à la société Calédon, 6 Impact Charles-Baudelaire. Cadastré section CN numéro 616, 610, 607, 555, 653 et 655, d'une superficie de 6823 m² au prix de 160 000 € pour la construction d'une résidence senior. La dite promesse de vente a été établie par acte notarié de maître Katia González Del Rieu en date du 9 août 2022, portant la validité du compromis jusqu'au 9 octobre 2023. Un avenant pour proroger le délai de la réalisation prévue à la promesse de vente au 30 juin 2024 a été signé le 8 janvier 2024 suite à la libération numéro 20 du 9 octobre 2023. La société Caliloge devant financer ses opérations d'achat par le dépôt d'un permis de construire, il a été décidé en accord avec les parties de l'avenant numéro 2 au compromis de vente du 9 août 2022, reportant la date de validité du compromis de vente et de la signature de l'acte authentique prévu en juillet 2023 au 31 décembre 2024. Les autres conditions du compromis de vente non visées par le présent avenant numéro 2 restent inchangées. Merci Arlette. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je rappelle que ce projet porte sur une résidence senior à caractère social. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. L'acquisition d'un bien immobilier cadastré rue Novak ou des buts des travaux prochainement. C'est Nicole qui présente la délibération. Acquisition d'un bien immobilier cadastré Décor 1106, situé rue Ladislas-Novak. Monsieur le maire expose au nom du conseil municipal que la parcelle Décor 1106, située rue Ladislas-Novak, anciennement rue des Soudriers, appartenant à la société Amrel Electric de Moissac, est frappée d'alignement
au titre de la servitude EN7 depuis le 24 février 1931. Ce plan d'alignement a été créé dans le but de procéder à l'élargissement de la rue dans le cadre d'une rénovation urbaine. Les communes souhaitent acquérir cette parcelle d'une contenance de 30 mètres carrés au prix de 1 000 € pour rénover, réaménager et élargir la rue. L'ensemble des parcelles privées de la commune constituant l'emprise de la rue Ladislas-Novac sera par la suite classée dans le domaine public. Merci Nicole. Donc, on régularise une situation datant du 24 février 1931, nécessaire pour la réalisation des travaux de réfection de la rue Novac, qui sera suivie en continuité de la rue des Lilas pour à peu près 230 000 € et qui débute ces jours-ci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. La délibération numéro 5. L'OPA, alors Philippe n'est toujours pas arrivé, il m'a indiqué qu'il avait du retard, donc je vais présenter la délibération. Donc l'OPA, vous savez, une durée de 5 ans s'est terminée le 30 mai 2024, les dossiers qui sont présentés aujourd'hui ont été déposés et instruits par l'opérateur Urbanis avant cette date. On a aujourd'hui 9 dossiers de demande de subvention pour un montant total d'aide de 15 315 €. Il y a 2 dossiers autonomie, l'un de Madame F pour un montant de 9 526 €, soit une participation mairie de 476 € dans le cadre du périmètre quartier intermédiaire. Madame C qui vit aussi dans le QPV du Sarlat, qui bénéficiait d'une subvention de 10%, soit 839 € de la mairie, pour un montant total de 8 391 €. 7 dossiers économie d'énergie. Le premier, donc c'est une prime de 3 000 € versée par la commune à Madame P, qui habite à le 130e, QPV 130e. Monsieur K, qui lui est sur le QPV du SAC, qui bénéficie d'une prime de 2 000 €, pareil pour des travaux de rénovation énergétique, chauffage, isolation, remplacement des menuiseries, volets, ventilation. Monsieur H, qui vit au quartier du Sarlat, qui par là peut bénéficier d'une prime de 2 000 € pour l'isolation des murs par l'extérieur et le remplacement des menuiseries. Monsieur G, qui lui bénéficiera d'une prime de 1 000 € dans le cadre du quartier intermédiaire, sur un montant total de 30 622 € de travaux pour de la ventilation, remplacement de menuiserie, isolation des rampants de toiture, installation de pompes à chaleur RO. Monsieur S, qui lui bénéficiera aussi d'une prime de 1 000 € dans le cadre du périmètre quartier intermédiaire, pour des travaux d'isolation, de remplacement de menuiserie, de ventilation pour un montant total de 8 144 €. Monsieur M, dans le cadre du quartier 130e, qui bénéficiera d'une prime de 3 000 € pour un montant total de travaux subventionnés à 40 341 €. Isolation des remparts de toiture, remplacement des menuiseries, installation d'un ballon thermodynamique, installation de pompe à chaleur RO. Et Madame B, qui bénéficiera d'une prime de 2 000 € puisqu'elle vit dans le QPV du Sarlat, sur un montant total de 42 173 € de travaux subventionnables, et elle fera des travaux sur une menuiserie, l'isolation des murs par l'extérieur, l'installation d'une pompe à chaleur RO. Donc un montant total de la commune, aux frais de la commune, de 15 315 €. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas de questions. Oui. Il est indiqué dans la délibération que le dispositif ETH a pris fin le 31 mai dernier. Donc c'était pour savoir qu'est-ce qui est prévu par la suite. Est-ce que la reproduction de ce dispositif peut être envisagée? Est-ce qu'on passe dans un dispositif intercommunal? En tout cas, qu'est-ce que vous prévoyez en matière de rénovation du logement? On passe dans le cadre du dispositif intercommunal, que ce soit sur l'OPA et sur les façades, la commune concerne le financement, et sur tout ce qui est périmètre hors OPA, ce sera la communauté de communes. Et d'ailleurs, elle fait aujourd'hui sur l'avenue Lattre de Tassigny, à Saint-Benoît, et d'ailleurs les communes avec la moyenne propriétaire, et la communauté de communes finance les travaux de façade hors OPA. Et dans le cadre de l'OPA, c'est la commune qui le fait sur la partie façade. Sinon, nous intégrons donc l'OPA intercommunal. Donc il y aura
il n'y aura pas d'impact pour le conseil. Si ce n'est que ce sera le président ou le conseil communautaire qui gagnera le dossier. J'avais une deuxième question qui concernait cette fois-ci la rénovation du logement insalubre et la politique plus contraignante. Une politique avait été mise en place sous le mandat de la gauche avec une lutte contre les marchands de sommeil. Je voulais savoir si ce dispositif s'était arrivé. Je voulais savoir s'il y avait un bilan maintenant qui aurait été fait de cette municipalité sur la lutte contre les marchands de sommeil. Alors nous, quand nous sommes arrivés, il y a l'OPA qui consistait à subventionner des travaux de rénovation énergétique, d'habitat très dégradé et de mise en autonomie, avec ça. Et nous avons voté au mois de juillet l'instauration du permis de louer, qui sera ensuite voté par délégation du président de la communauté de communes à moi-même au conseil communautaire du 30 septembre, ce qui fait qu'au mois de mars 2025, nous pourrons, parce que la période pourra avoir 6 mois, on peut devoir déployer le permis de louer sur le périmètre qui a été voté par tout le monde ici en conseil municipal en juillet dernier. Nous avons Mme Matala qui fait un travail très poussé, le suivi de l'habitat indigne avec l'agent référent qui est Mme Roudalès, qui reçoit régulièrement, lors de ses permanences, 2 fois par semaine, des habitants qui peuvent lui signaler des habitations dont l'État contrôle la référence sanitaire départementale est peut-être vraiment connu à ce sujet. La condition. Oui, c'est-à-dire quand on a des suspicions d'habitat indigne ou indécent, bien entendu, dans ces cas-là, en principe, on effectue une première visite sur site, bien sûr. Et si besoin est, et si on se rend compte que les personnes sont vraiment dans des habitats qui est indigne, là on saisit effectivement les dispositifs récemment. Il y a un cas comme ça, ici, rue Guillaume. Et c'est moi-même qui suis allée parce que les personnes n'arrivaient pas trop à s'exprimer, ni à trop expliquer le pourquoi des désordres. Effectivement. Et l'ARS est venue là il y a quelques jours et avec effectivement bien entendu le suivi, on va dire, ce qu'on nous pense. Voilà. Donc on est très proche de toutes les indications qu'il peut y avoir de suspicion ou autre, et on ne laisse pas passer, et on fait ce qu'on appelait avec Mme Rodanès de l'autosaisie en premier, qu'on après bascule sur les dispositifs, bien entendu. Voilà. Et on est très vigilant là-dessus. La moindre indication qui peut paraître, bon, je vous alerte, et voilà, là, dessus, très au sérieux, tout de suite, hein, on n'attend pas. Voilà, on n'entend pas des mots, hein, on est réactif sur toute indication qui peut ouvrir la porte à de l'habitat qui ne pourra pas être reloué, même si actuellement c'est loué. Bien sûr que cet habitat, s'il y a un problème qu'on ne sera pas reloué, et on aura l'œil dessus, comme on a eu l'œil sur la Renova. Voilà, donc C'était juste pour savoir s'il y avait un bilan chiffré de l'action qui a pu être menée justement contre le règlement sanitaire, pour protéger le règlement sanitaire départemental. À l'époque, nous avions fait un bilan chiffré sous le mandat de Jean-Paul Nazi. Nous avait amené à 130 logements rénovés dans l'espace de 3 ans. J'ai transmis ce bilan d'ailleurs à Mme Roudalès pour que justement elle puisse s'inspirer aussi de cette politique qui avait été menée. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment d'avoir le bilan de l'action que vous avez menée de lutte contre l'insalubrité. Alors, il y a eu effectivement sur des appartements ou des immeubles qui avaient déjà été votés. Oui, il y a eu des actions. D'ailleurs, il y en a un qui actuellement, j'ai été l'autre jour parce que le propriétaire m'a appelé, je veux dire, maintenant on peut relouer les appartements. Je vais voir, on va voir, nous allons voir si effectivement ils sont louables.
Bon, donc, madame, vous avez ces femmes en congé, j'avais été moi-même, hein, bon, avec ma connaissance aussi, hein, je vous souviens. J'y suis allée et effectivement, ce n'est pas du tout louable. D'accord. Donc là, cet immeuble, effectivement, on a refait le signalement et les appartements, et donc, avec Madame Modeste, effectivement, mais je ne connais pas toute l'antériorité qu'il avait là, mais on est très vigilant sur, et à ceux qui avaient été, on va dire, déterminés. Bien entendu qu'il y en a de nouveaux, que nous connaissons de nouveaux. C'est pour cette raison, quand il y a une indication, bon, tout de suite, on est très réactif là-dessus. Et on essaie voilà. Donc, oui, ensuite, de très près, le domaine du logement uni, phénoménal, et des logements, quelquefois, qui sont faits, on va dire, sans avoir eu ni d'accord, ni rien du tout. Donc, voilà, je vous montre. Ça se découvre, voilà, ça se découvre, il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai eu ce cas, oui, bon, mais c'était fait. On va dire, on avait un garage, d'accord, mais rien n'était déclaré, mais c'était loué. Alors, à une population qui prend ça en arrivant, il faut prendre ça, alors c'est-à-dire en dépannage. Mais après on les retrouve, parce que les désordres, voilà, il y en a beaucoup, hein, je reçois beaucoup au niveau du logement. Voilà. Donc après, oui, on contrôle, on regarde, et si c'est le cas, on met en place bien sûr ce qu'il faut. Voilà. Merci Pauline. Le bilan chiffré de l'OPA par thématique, que ce soit précarité énergétique, LHI et autonomie, est disponible puisque nous avons réalisé un copie du bilan de l'OPA, donc on vous le transmettra. Et concernant la lutte particulière contre l'habitat indigne, je vous avais indiqué lors de la délibération soumise au vote sur le permis de louer, les chiffres indiquant que la mairie de Moissac, l'actuelle municipalité, fait mieux que les partenaires, puisque nous pratiquons beaucoup plus d'autosaisine que les autres. Je vous avais donné les chiffres, puisque nous avions été attaqués injustement par vos souhaits sur un tract mensonger, donc j'avais rétabli la vérité, donc on vous transmettra également les chiffres à ce sujet. Je vous remercie et je vous propose maintenant de passer au vote. Les chiffres. On le transmettra, parce qu'il faut comparer les années 2022, 2023, 2015, 2014, on va s'en sortir. Bon, on va vous les transmettre, les chiffres. Bon, on vous les transmettra, on vous les envoie, ils sont publics, il n'y a pas de souci. Donc, juste une question. Oui, prends le micro, s'il vous plaît, Ignace. Oui, je vous ai écouté là. Vous parliez tout à l'heure d'un locataire qui était dans un logement qui était insalubre. Et vous avez dit qu'après, ce que j'ai compris, moi, peut-être que j'ai mal compris, que quand il partira, il sera plus louable. C'est bien ça. Parce qu'il a. J'ai compris ça, c'est pour ça. Alors, celui-là en particulier ne sera plus jouable de la même façon parce qu'il a été aménagé dans un garage où il y a une pièce avec une fenêtre, d'accord, et le reste tout noir. Il est considéré comme un appartement sur le bail du propriétaire de 77 mètres carrés. Après le passage de l'ARS. Après, on parle de cas. Oui, on parle de cas. Je me permets de vous interrompre, on ne peut pas parler de cas privé sur le dossier municipal, c'est par le public. Peut-être à parler entre vous après, parce que sinon on pourra avoir des soucis. Non, c'est juste que cette personne qui habite dans ce logement qui est insalubre, ce qu'il y a, c'est que le propriétaire, il doit toucher la carte sur vraiment. Et est-ce que ça, on ne peut pas lui faire supprimer tant que le gars, il ne fait pas les travaux? Ça, c'est dans la procédure pour tous les logements. Ah, voilà. Ça, c'est dans la procédure pour tous les logements dès lors qu'il y aura eu constat. Parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est les choses, ça. C'est été voté par personnellement votre prédécesseur. C'est juste qu'il y a des fois des choses qui peuvent accélérer les travaux. C'est juste que les locataires actuels sont prioritaires et archi-prioritaires pour les diriger vers un logement social. Voilà. Merci. Donc on transmettra les chiffres de 2021 à 2024 sur l'OPA, mais l'OPA, c'est pas
ce sont les propriétaires qui se saisissent d'un dispositif communal et étatique pour aller chercher des subventions. Après, sur la lutte contre l'habitat indigne, on a des statistiques que je vous avais livrées lors du dernier conseil municipal, c'est différent. Alors, on passe au vote, on est toujours sur la délibération numéro 5, qui est contre, qui s'abstient, délibération T, je vous remercie. Stéphanie, numéro 6, les conventions d'objectifs de financement de la CAF. Alors, avenant aux conventions d'objectifs et de financement de la CAF, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'adopter des avenants pour intégrer de nouvelles mesures aux conventions d'objectifs et de financement en cours de validité entre la CAF et la ville de Moissac. Les modifications apportées par ces avenants sont les suivantes. Mise en place du complément inclusif ALSH qui permet de renforcer l'accueil des enfants et des adolescents en situation de handicap à compter du 1er janvier 2024. Il permet de majorer la subvention accueil adolescent et la subvention ALSH extrascolaire par heure d'accueil réalisée, heure de présence effective éventuellement arrondie à l'heure supérieure, uniquement pour les enfants bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé appelé AEEH. Intégration de la possibilité de financer le développement d'activités dans ces accueils via le bonus territoire CTG qui pourra ainsi être versé à compter du 1er janvier 2024 pour les heures d'accueil nouvelles allant au-delà des heures existantes contractualisées lors de la mise en place de la CTG en cours. Et enfin, une prise en compte du temps de repas dans la pause méridienne, désormais financée dans son intégralité depuis le 1er janvier 2023. Cette évolution permet de reconnaître le temps du repas comme faisant pleinement partie du temps éducatif. Merci Stéphanie, c'est une question. Pas de question, on passe au vote qui est contre. Qui s'abstient, délibération. Je vous remercie. La numéro 7, c'est une convention permettant d'adhérer au site monenfant.fr pour référencer les services municipaux. Alors, convention d'habilitation informatique structure concernant la mise en ligne sur le site monenfant.fr de données relatives aux établissements et services référents sur le site. La Caisse nationale des allocations familiales, CNAF, a créé le site www.monenfant.fr. Ce site permet de faciliter les recherches des familles en matière d'accueil d'enfants, établissement d'accueil de jeunes enfants et accueil de loisirs, en leur permettant de disposer d'une information personnalisée sur les différentes offres existantes, quel que soit leur lieu de résidence ou de travail, et de recenser les services d'accompagnement des familles financés par les allocations familiales. La présente convention a pour but de formaliser entre le fournisseur de données et la CAF des modalités de diffusion sur le site www.monenfant.fr des informations précitées. Merci Stéphanie. Les questions? Pas de questions, passe au vote qui est contre. Qui s'abstiennent, délibération de je vous remercie Stéphanie pour le PEDT, projet éducatif territorial. Alors, projet éducatif territorial PEDT, la collectivité s'est engagée dans la mise en place de nouveaux rythmes scolaires depuis la rentrée de septembre 2013. Pour cela, la commune s'est dotée d'un PEDT, donc un projet éducatif territorial, afin de disposer d'un cadre qui rassemble tous les acteurs du domaine de l'éducation, État, Direction départementale de la cohésion et de la protection des populations, la CAF, la MSA, les conseils d'école, les associations. Il s'agit d'une part de formaliser une démarche partenariale qui propose à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, et d'autre part de garantir la continuité entre les projets de tous les partenaires. Le PEDT arrive au terme des 3 ans de contrat. Il est important pour la commune de Moissac qui a signé le premier projet éducatif en 2015 de renouveler cet outil de collaboration locale en matière d'éducation. C'est pourquoi la ville de Moissac, après avoir évalué les acquis et déterminé les points d'amélioration possibles, propose de définir un nouveau PEDT pour la période de 2024 à 2027. La présente convention réaffirme l'organisation du temps scolaire autour de la semaine de 4 jours et demi, qui permet la cohérence des aménagements de rythme de l'enfant, mais également d'organiser des activités périscolaires de qualité. En outre, elle définit un champ d'intervention qui va au-delà de la nécessaire organisation de la coordination entre temps scolaire et temps périscolaire, en intégrant les temps de vacances, activités extrascolaires et de la LSH. Merci Stéphanie, a-t-il des questions? Ce qui est à noter dans ce PEDT, c'est le manque de concertation.
D'abord, pour le CPLT, il n'y a eu qu'une seule réunion d'évaluation qui a eu en 2021. Donc on n'a finalement plus de recul sur le précédent PLT parce qu'il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de discussion officielle pour pouvoir faire un bilan sur l'ancien PLT. Et sur ce nouveau PLT que vous proposez, je m'aperçois que dans le comité de pilotage, les parents d'élèves sont oubliés. Il n'y a pas les parents d'élèves dans le comité de pilotage. Il n'y a pas non plus les associations, pourtant ces PLT sont construits autour de l'idée que le secteur associatif doit être mobilisé dans la protection, dans l'éducation, ce qui est très intéressant. Il n'y a aucune association n'est citée dans le comité de pilotage. Est-ce qu'il est possible de rectifier ces erreurs ce soir ou est-ce qu'on peut apporter la délibération? Alors, il n'y a pas eu de réunion formelle, je confirme. Cependant, tous les acteurs du PEDT ont été questionnés, ont été interrogés via un questionnaire qui a été remis en même temps à tous les services de l'État, donc représentés par les directeurs d'école, tous les agents municipaux qui sont en lien avec les enfants, notamment les agents de les animateurs, les ATSEM, personnes. Les parents ont aussi également été interrogés via le questionnaire et nous sommes allés même au-delà des acteurs du PEDT puisque nous avons aussi diffusé cette enquête de satisfaction auprès de la population. Voilà. Après, rien n'est figé. Nous avons été pris de court. Le PEDT peut se réunir à la demande d'un acteur et s'il y a quelque chose qui ne convient pas, un avenant peut être écrit et voilà. C'est juste savoir si c'est possible de revoir sa délibération, peut-être en ajoutant les parents d'élèves. On est contraint par des dates, par l'État justement. Nous obtenons parce que les parents d'élèves sont normalement des éléments, des membres obligatoires du comité de pilotage. Oui, j'ai cité dans la délibération les conseils d'école et les conseils d'école. Dans les conseils d'école, il y a les parents d'élèves. Oui, mais dans la proposition du comité de pilotage, ils ne sont pas invités. Ils ne sont pas invités les parents d'élèves. Les associations avec lesquelles le PEDT va devoir travailler. Mais c'est des associations au sens large. Nous, on va bien au-delà de ce que la loi nous indique, puisqu'on associe même les parents directement. Parce qu'ils sont assez grands pour penser et savoir ce qu'il faut pour leur enfant, du moins je l'espère. Voilà. Et le lien a été maintenu justement aussi entre les acteurs périscolaires et l'école pour faire le lien. Enfin, voilà, ce n'est pas forcément matérialisé. Ce qui est intéressant dans un comité de pilotage, c'est que tous les acteurs puissent débattre ensemble et construire ensemble les projets. On a un gros défi sur l'ANSEC, c'est quand même la mixité sociale dans nos écoles. Les parents d'élèves, par exemple, pourraient être moteurs dans cette demande. Ils ont été inclus dans la réécriture de ce PEDT. Alors, le comité de pilotage, c'est là où se prend les décisions, ils n'y sont pas. Il n'y a pas non plus des associations avec lesquelles vous souhaitez travailler pour mettre en place un volet éducatif ou associatif. C'est ces oublis-là qui me gênent. Si vous voulez, il y a indiqué il y a un tableau qui est vide, dans lequel il y a marqué quels seront les autres partenaires qui seront associés au PEDT. On voit qu'il y a la possibilité de marquer des partenaires associatifs, il est vide, ce tableau. Voilà, c'est juste pour cette raison-là que nous abstiendrons. Si après il y a un avenant, on pourra peut-être être plus. Mais là, vraiment, c'est les parents d'élèves, en plus, c'est des membres de droit. Ça va de soi que les parents d'élèves. Non, ça va de soi qu'ils sont inscrits. Par exemple, ça va de soi que la carte de Pas appuyer sur les boutons pour le mettre. On demandera à la PEP si elle veut effectivement être membre du PEDT. Par exemple, pour assurer une certaine diversité, vous avez raison. Il peut y avoir des représentants des parents d'élèves de plusieurs associations. Mais bien sûr, tout à fait. Il n'y a pas une exclusivité, Madame Lacaille. Nous sommes tout à fait d'accord. Je n'ai jamais été exclusive. Tout à fait. Mais ne pensez pas ma place. Mais moi, je vous le dis, voilà.
certaine diversité aussi. Voilà. Ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on propose pour l'avenir de nos jeunes écoliers et collégiens. Après, ce que vous évoquez, c'est de la tambouille administrative qui ne portera pas, on ne se coupe pas, on prend la parole, je ne veux pas vous exprimer. Ce qui importe, c'est les axes, et notamment Mme Gagné a souhaité, avec Mme Châtel, qui a beaucoup travaillé ce sujet le week-end dernier, évoquer le harcèlement, qui est une véritable plaie et qui est aussi l'objectif du gouvernement. Donc cette thématique, Stéphanie, sera évoquée prochainement. Les conférences, s'il vous plaît, les conférences auront lieu, se tiendront sur ce sujet. Il y a aussi d'autres thématiques autour du harcèlement qui seront qui n'existaient pas justement dans l'ancienne PDT. Et je pense qu'il faut plutôt essayer. La conférence sera tenue par un lecteur de référence, le lecteur standard, par rapport aux écrans. C'est ça qui importe les parents. Ça, c'est important. On passe la parole ? Oui. Voilà. Juste pour préciser, le comité du pilotage du PDT n'est pas une autonomie administrative, c'est vous-même qui nous indiquez qu'elle sera chargée de l'élaboration et du suivi de l'évaluation annuelle du PDT. Donc c'est un comité qui est important, qui va prendre des décisions. C'est dans ce comité-là que doivent siéger les parents d'élèves et les associations. Comme je vous ai dit, si quelqu'un, si un membre du PDT souhaite apporter une modification, il saisit une réunion et on débattra de ce sujet à ce moment-là. Je le fais aujourd'hui. Bon, en tous les cas, on est sur le cul des choses et c'est dommage que vous n'ayez pas souhaité débattre ce soir sur justement ce qu'on peut apporter à la jeunesse moissagaise à l'avenir, sur les projets concrets, les thématiques concrètes, de savoir si voilà, la FCPE pourra dans le PEDT. Ça, si elle veut y être, elle y sera, comme elle est dans les conseils d'école. Voilà, je pense qu'il faut aller un peu au-delà de ça. Ça n'intéresse pas vraiment les moissagais ni les parents d'élèves, ça intéresse les politiciens. Voilà. Mais nous, on est là pour agir sur le concret pour les enfants. Et je remercie Stéphanie Gaillet qui a travaillé justement sur ce PDT avec Sébastien Fontanier et monsieur le DGS et qui a apporté des axes politiques novateurs sur des thématiques importantes socialement, comme par exemple, on le répète, le harcèlement scolaire. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. PEDT adopté. Je vous remercie. La déclaration numéro 10. Pardon, les commerces. Pardon, l'installation de 2 commerces avec des aides au loyer. Claude. Commerce, attribution de subventions aux avocats de domaine au foyer pour l'installation de commerçants sur la commune de Moissac. La ville de Moissac est une ville touristique qui accueille le premier site touristique du département. La Bastille de Saint-Pierre et son toit. À ce titre, la ville apporte un soutien fort au maintien et au développement de l'offre commerciale de son cœur de ville. Monsieur le maire rappelle que lors du conseil municipal du 10 décembre 2020, la ville a mis en place un dispositif d'aide à l'installation des commerçants dans le périmètre du centre historique. Pour rappel, ce dispositif permet aux commerçants de percevoir une aide à l'installation d'un montant maximum de 200 € par mois, plafonné à 30% du loyer, et cependant 24 mois, ainsi qu'un bonus de 50 € par mois sur 4 mois, lors d'ouverture le lundi de juin à septembre. Durant la saison touristique, pendant le premier année d'ouverture, soit au total maximal de 5 200 €. De nouveaux commerçants se sont récemment installés au cœur de la ville, sont sollicités cette aide à l'installation. La petite boutique spécialisée dans la vente des cadeaux, de décoration et d'équipements pour la maison, située 7 rue Roger Delty. Aux caminettes précises, situées 7 rue du Marché. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'attribuer
l'attribution à ces deux types une subvention de 200 € par mois dans le cadre du dispositif d'aide à l'installation. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations? Changer les micros, Ah bon? C'est nul? Jeanne-Claude, elle veut la voir en oui. Pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. La numéro 10 réunie. La dernière convention d'adhésion générale pour l'informatique. Amendement numéro 1 à la convention d'adhésion générale au pôle informatique, prestation de la messagerie et de sensibilisation aux risques cyber. Depuis 7 ans, la ville de Moissac est dotée d'une solution anti-spam pour réduire les risques d'attaque par mail. Cette solution est fournie par la société française Mailing Black. La collectivité est également adhérente au pôle informatique du CDG 82. Dans le cadre de la mutualisation des frais de fonctionnement, le CDG 82 propose des solutions d'anti-spam et de cybercoach fournies par la même entreprise Mailing Black. Afin de réaliser des économies d'échelle en bénéficiant de tarifs négociés par CDG 82, M. le maire propose à l'Assemblée délibérante d'adhérer à la prestation fournie par le CDG 82 plutôt que de contractualiser directement avec le fournisseur. C'est l'objet de la présente délibération. Oui. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération faite. Je vous remercie. Le conseil municipal est terminé. Vous avez tous pris, je présume, connaissance des décisions en fin de conseil municipal qui sont jouées à chaque endroit. Je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous pour la fête du Chasselas. Et avant cela, on aura une belle inauguration ce week-end de la piste d'athlétisme à 11h samedi, suivi du traditionnel forum des associations. On vous y attend nombreux. Merci à vous, merci au service et bonne soirée.